Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir partout où vous nous suivez. En tout cas, merci pour votre fidélité à l'émission Marc le Bazar et aussi bien au programme alléchant de la chaîne du bassin du Congo, la DIR TV. Invité de ce soir, Monsieur Constant, le docteur Constant Ebara, il est politologue, plus à présenter. Dumiche Noubrine, il est politiste, aussi bien philosophe, tous des universitaires. La matière, les partis politiques retirés de la liste des partis politiques congolais. La candidature annoncée du révérend pasteur Otomi qui chauffe la toile aujourd'hui. Enfin, la responsabilité des Congolais vis-à-vis de la présidentielle prochaine. Qu'y a-t-il à faire? Alors, des sujets alléchants qui sont aujourd'hui sur la toile dans le milieu congolais, ça débat de ces questions et nous en faisons actualité aujourd'hui. Les deux universitaires vont tenter de plonger leur regard là-dessus pour raisonner ces faits. Bonjour chers invités. Bonjour. Bonjour. Tout le plaisir notamment pour votre disponibilité. Alors, vous êtes au parfum de l'actualité politique nationale, des points en tout cas saillants qui font déjà débat, en tout cas des débats parfois corsés sur la toile. Il faut dire que depuis quelques semaines, peut-être une semaine, nous avons suivi, pour certains c'est un choc, pour d'autres, certains ont la bienvenue, mais pour le souverain primaire, des interrogations. Interrogations sur ces partis tant connus de la République qui ont été donc virés, permettez-moi le terme, de la liste des partis politiques. Parmi les raisons, vous le savez bien, c'est la représentation de ces partis sur l'étendue du territoire. Il faut parler donc de l'ancrage. Il s'agit en passant du PSDC de Clément Mirassa, du RDD de Yombi, des souverainistes de Dave Mafoula qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas de récépissé, et aussi bien du parti de Manangou. Nous citons ceux-là qui ont le calibre, ceux-là qui font déjà du travail sur le terrain. De l'autre côté de la majorité, nous n'avons pas eu trop le temps d'énumérer. Et ici, nous avons le parti de Donatien Itoa, le parti des démocrates congolais, certainement le parti de Galibo aussi. Hein. Voilà, le parti de Galibo, nous allons examiner la question. Ceci à la lumière de la nouvelle loi sur les partis politiques, une nouvelle loi que nous appelons à tout moment pour sa mise en application. Alors, ces partis virés, le fait de les avoir virés rime-t-il avec réellement la loi? Et pourquoi donc ça fait débat? La candidature de Toumi devait-il réellement poser problème? Et quelle est la responsabilité de tous les Congolais au regard de notre histoire politique vis-à-vis de la présidentielle? Alors, je vais commencer par M. Constant Ebarapéa. Alors, vous êtes politologue, vous enseignez la politique, vous avez fait de la politique votre matière. Alors, voici quelques partis qui ont été retirés de la liste, à 8 mois, il faut le dire, parce que nous sommes en politique, de la présidentielle. Comment avez-vous accueilli cette information, ou encore, que dire? Excusez-moi. Merci, Romain Kokilas, mon estimé frère, que j'appelle affectueusement le Tchad de temps moderne. Et j'en profite, avant toute prise de parole, d'adresser des salutations républicaines et patriotiques aux nombreux téléspectateurs du DRTV qui m'ont énormément manqué et qui m'interrogeaient pourquoi tu n'es plus visible, qu'est-ce qui se passe. Certains voulaient faire le raccordement avec ma situation professionnelle, mais je vous rassure qu'il n'en est rien. C'est juste une question d'agenda et que je n'ai pas un média. Donc pour que je sois sur un média, il faut qu'on m'invite. Alors, pour revenir à votre question, j'ai appris, comme tout le monde, par la voie des réseaux sociaux, la dissolution d'un certain nombre de partis politiques qui sont aussi bien de la majorité, de l'opposition et de la majorité. Bien, ça ne m'a pas surpris parce que ce n'est pas pour la première fois que cela arrive. Nous nous retrouvons, je crois, début de l'année 2020. Il y a eu la décision du ministre de l'Intérieur. C'est constitutionnel, c'est la loi qui le dit, hein, c'est lui qui a le monopole de retirer les partis, supprimer certains partis politiques s'ils ne remplissent pas le cadre des critères. Voilà. Donc, il y a déjà eu cela. Nous sommes 2019-2020, si je ne me trompe pas, où par arrêté ministériel, le ministre Zéphirin Boulou avait retiré un certain nombre de partis politiques, parmi lesquels il y avait l'UPRN,
de Mathias Ndan, il y avait, je crois, le PSDC aussi, un certain nombre de partis qu'on avait retirés. Voilà. Et nous, on avait organisé le débat sur la question. Et puis, certains partis ont été intégrés. Voilà. Alors, aujourd'hui, je crois, il y a eu d'autres partis qu'on a retirés, disons qu'on a dissoutes. Et là aussi, le PSDC revient. La particularité, c'est que nous avons le PSDC qui a été retiré. Nous avons le RDD qui a été retiré. Et lorsque vous regardez, c'est des partis historiques. À l'exception d'autres partis comme le PDC, le Parti démocrate congolais de mon ami Donatien Itoa, ou bien le parti de UR, qui est le parti de l'ancien président, je crois que c'était vice-président du conseil, le conseil, en tout cas là où Mme Mylène Raoul s'en m'échappé. Voilà. Là aussi, son parti a été retiré, bien qu'il y a quelqu'un qui en assure l'intérim. Mais lorsque nous regardons l'architecture, il y a 2 partis politiques qu'on a retirés. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à ces partis? Même si dans l'arrêté, ça ne se ressort pas, il faut remonter, aller à l'article 4 de la loi 2017 portant création, fonctionnement et financement des partis politiques. Voilà. Et l'article 4 dit ceci. Les partis politiques doivent avoir un caractère national. Ils ne doivent pas s'identifier à un district, à un département, à un clan, tout ce qui va avec. Voilà. Et sur cette base, on a retiré ces partis. Mais, lorsque nous regardions, on essaie un peu de creuser, s'il fallait retirer les partis sur ce critère, le cas de la représentativité, ça ne devait pas être 2 partis. Ou les 5 partis de la majorité. Et quand vous voyez les partis de la majorité, ce sont des poids plumes, ce ne sont pas des partis qui font du poids sur la scène politique. Donc, ce n'est pas surprenant. Nous sommes là en plein mercato politique, puisque les partis politiques étant des instruments de conquête et de conservation du pouvoir, qui se lancent dans la lutte concurrentielle pour la conquête du pouvoir. Les élections, donc oui, moi vous l'avez souligné, c'est pas anodin, donc il faut regarder, il faut établir un lien inéluctablement avec la dissolution de ce parti et l'élection qui se pointe à l'horizon. Mais nous allons regarder dans le fond quelles sont les motivations des uns et des autres par rapport à ça, à cet arrêté ministériel. Alors en tout cas, M. Niborine, une question qui ne peut pas échapper à Mag le Bazar parce que nous ne pratiquons que ça. Et donc nous avons besoin de votre intelligence pour tenter de comprendre la question. Merci beaucoup. Je suis une fois de plus heureux d'être invité à ce plateau pour discuter des grandes questions de la nation. Monsieur Constant Ibara-Peya a pratiquement énuméré la linéarité de ce qu'on entend par la loi des partis politiques, mais j'aimerais tout de même revenir sur ce qui a manqué, littéralement, à cette loi des partis politiques. Un parti politique, oui, est représenté sur l'étendue du territoire national, mais le nec plus ultra d'un parti politique, c'est d'émettre, si vous voulez, des orientations directrices, c'est-à-dire influencer l'opinion et la pratique politique. Voilà. Bon, si nous voyons bien, quand Emmanuel Macron arrive à l'élection présidentielle, il n'a pas de parti. Mais il gagne l'élection, simplement parce que ses opinions sont directrices sur l'attention nationale, sur ce qu'on peut appeler, si vous voulez, la conscience historique. Alors, c'est le cas du Congo. Le général Mokoko, à l'élection présidentielle, n'avait pas de parti, mais a pu imprimer un certain rythme, une certaine vision acceptée par les Congolais. Donc, quand on dit qu'un parti politique doit être représenté sur l'étendue du territoire national, c'est tout à fait évident, tout à fait vrai, mais attention, ce n'est pas l'unique critère pour considérer un parti politique ou un homme politique. Quand vous prenez quelqu'un comme le président Clément Mirassa, son point de vue est déterminant dans le pays. Et quand vous suspendez là une force politique. Il faut faire très attention quand on prend de telles décisions. Puis la question est de savoir pourquoi ça n'arrive qu'au moment où il y a brûlure au plan politique. Pourquoi ça n'arrive qu'au moment où ces hommes politiques, ces cadres politiques rentrent en transe
dans la question de l'avenir du pays, notamment à l'approche de l'élection présidentielle de 2026. Donc il faut quand même dire que je trouve cela imprudent. Je trouve cela imprudent qu'au moment où nous allons vers l'élection présidentielle, on procède à la soustraction des énergies politiques. Je pense qu'il fallait plutôt les convoquer et leur rappeler le principe. Parce que là où, comme je l'ai dit, là où le ministère commet... Le principe est vieux, il est vieux, il est bien sûr, le principe est vieux. Oui, mais là où le ministère commet, il faut le dire, c'est en deux endroits. À considérer que l'efficience d'un parti politique vient de sa spatialité nationale, alors qu'il y a un autre moment qui est plus déterminant. Il y a des partis qui sont répandus sur le plan national et qui n'ont pas de mots, qui n'ont pas pignon sur rue. Voyez-vous? Et donc, l'opinion directrice ou les orientations directrices d'un parti comptent également. De ce point de vue-là, j'aimerais conseiller au ministre Mboulou d'en tenir compte. 1. 2. Oui, on met de côté des partis politiques, mais est-ce que l'essentiel aujourd'hui, c'est la répartition nationale des partis politiques? Est-ce l'essentiel aujourd'hui? Est-ce le grand problème du Congo actuellement? Le problème du Congo aujourd'hui, c'est la qualité de gouvernance. Ce sont les résultats attendus par les populations. Pas la minorité des partis politiques. Ce n'est pas ce qui compte, M. Okilas. Ne déplaçons pas le débat national. Il est concentré sur les résultats d'un pouvoir en exécution. Quels en sont-ils et quelle est l'opinion des Congolais sur ce pouvoir-là? Ce que fait le ministère de l'Intérieur, c'est le déplacement du débat national. Le déplacement du débat, plutôt le débat national à l'orée de l'élection présidentielle, c'est le bilan du pouvoir. C'est le bilan, mais au moins, le ministère a tout le droit de porter un regard sur ces partis politiques. Mais attention, cela peut se faire pour déplacer l'opinion. Cela peut se faire pour déplacer l'opinion et, si vous voulez, déplacer l'horizon du débat national actuel. Ça peut se faire dans cet enjeu-là. Vous savez, le politique, il est rusé. Je crois que j'ai répondu. Oui, ben, je partage la posture de Niborine. En réalité, les partis politiques, c'est un regroupement de citoyens autour des idées. Et quand vous regardez même dans la loi, là, ils disent que bon, le parti doit avoir un caractère national, le parti ne doit pas être problème d'insurrection. Mais quand nous revoyons tous les partis, je ne connais aucun parti politique parmi les partis qu'on a retirés qui prennent la violence comme mode d'action politique. Je ne connais aucun. Je ne connais aucun parti politique qui n'a pas, qui ne met pas en avant les idéaux d'unité nationale et autres. Je ne connais aucun. Alors, pourquoi donc ce parti? Il faut faire très attention avec la ruse dont disait Niborine tout à l'heure. Parce que vous allez voir que ils ont retiré un certain nombre de partis, mais c'est des partis qu'on peut appeler les partis contestataires. Lorsque vous regardez la posture de Clément Mierassa, président du PSDC, sur la scène nationale, c'est un parti qui et le personnage porte. Monsieur Clément Mierassa aujourd'hui est rentré dans une optique de dénonciation discursive. Chaque semaine, il produit 2-3 émissions sur lesquelles le Congolais sur tel ou tel aspect. Vous avez monsieur Yombi Opango qui pour moi prône souvent l'ouverture. Vous vous en souvenez, à la veille de l'élection de 2021, il s'est allié avec l'UDH Yuki. Si. Alors, on voit récemment, il s'est allié, il est allé voir... Ils ont créé... il est allé voir le patron Tumi. On en parlera tout à l'heure. Donc, ce sont des partis contestataires qui, de mon point de vue, même si on a cité quelques partis de la majorité, pour moi, c'est du saupoudrage. On a fait du saupoudrage. Et ce qu'il faut retenir, il faut souligner ici, Niborine en a évoqué, mais peut-être pas en profondeur, la conscience historique. Vous avez des partis comme le RDD,
le PSDC, surtout le RDD, un parti qui a siégé à l'Assemblée nationale, un parti qui a eu, le président était Premier ministre, un parti qui a eu les ministres dans ce pays, vous retirez sur la base de la non-représentativité. Dans ces conditions, je suis d'avis qu'on le fasse, mais faites pour tout le monde. Est-ce une façon de dire? Oui. C'est une loi, c'est un arrêté à tête chercheuse. Puisque, au nom de quoi, on peut retirer le RDD et le PSDC, mais on garde le CNR de Passane Toumé, qui est représenté où? Si on devait appliquer cette loi, ça veut dire que le PCC va rester seul peut-être avec du PADES. Ou, à quelques exceptions près, vous prenez le RDPS. Yuki certainement. Mais combien de partis sont représentés? Regardez la nomenclature des partis qu'on nous a présentés, qu'on a gardés. Donc vous voyez que, et c'est ça ce qui est regrettable dans un État, on utilise le droit pour régler les contentieux politiques. C'est-à-dire l'usage du droit, la politisation du droit et la juridisation de la politique. Ça crée des remous. Il faut faire pour tout le monde ou vous ne le faites pas. Maintenant, l'autre l'a évoqué tout à l'heure. En réalité, lorsque, et ça je crois que c'est Pasqua qui le dit, lorsque vous avez une affaire qui vous dépasse, il faut créer l'affaire dans l'affaire. Pour moi, cette loi sur les partis politiques, c'est cet arrêté qui retire souvent les partis politiques à l'orée des élections présidentielles, relève de la diversion. Relève pour la diversion, pour déplacer le débat. Vous avez vu, depuis un moment, il y a eu une forte concentration des opinions sur la question de l'unicité de la candidature présidentielle de l'opposition. Certains même ont parlé des primaires. Oui. Alors, il y a une concentration dans ce sens-là. Vous avez vu que l'opposition s'est retrouvée ici. Récemment, c'est Mathias Nzon qui s'est retrouvé aussi avec certains de ses amis. Il y a des lettres ouvertes qu'on a adressées au président. Donc, pour casser cette dynamique, on prend une décision comme ça et on retire certains partis de la liste d'opposition. Mais en réalité, ça ne change rien dans le fond. Puisque la loi congolaise permet à un candidat de se présenter en indépendant. Oui, donc si cela est fait pour barrer la route à Clément Mirassa, qui est pressenti comme le porte-étendard de l'opposition pour les prochaines échéances des joutes électorales, en ce moment-là, ça ne changera rien dans le fond. C'est vrai que c'est un coup symbolique qu'on a eu à porter, mais ça ne changera rien. Mais il faut dire aussi que l'opposition, les leaders de ces partis ont le droit de recours. Mais je pense, humblement à mon avis, on ne doit pas régler les questions sociales par le droit, les questions sociales par le droit. Il faut discuter avec les acteurs. Ce qu'on fait, c'est une fuite en avant. Ça risque de créer les remous. Bon, c'est vrai que nous avons suivi la sortie de Yombi. Nous attendons, très musclé, il faut le dire. Nous avons suivi sa sortie sur la toile. Oui, très musclé. Bon, nous voyons aujourd'hui la sortie, nous attendons la sortie de Clément Mirassa, qui n'arrive pas, qui va certainement arriver. Donc en réalité, cette loi, c'est une diversion. Il faut laisser. Il a déjà communiqué sur je ne l'ai pas suivi. Ouais, c'est une diversion. Et c'est l'expression d'une démocrature. On ne peut pas empêcher les partis de fonctionner dans un État. Ces partis-là, même s'ils ne sont pas représentés sur l'étendue du territoire, ça coûte combien à l'État? Ça ne pose aucune charge à l'État congolais. Au contraire, si ces partis sont représentés, ils ont des élus partout, ils posent les charges à l'État puisqu'il y a le financement des partis politiques. Donc, si ces partis ne sont pas représentés, laissez ces partis mourir de leur propre mort. Que de prendre une loi, de dissoudre les partis politiques dans une société démocratique. C'est le droit, c'est le droit du ministère en charge. Oui, je suis d'accord, mais il faut retenir que le droit, c'est la codification du rapport de force. Le droit, comme l'expression de la volonté générale, je laisse ça aux philosophes et aux juristes qui ont cette chose qu'on appelle une obsession juridictionnelle, qui pensent qu'on règle les problèmes sociaux par le droit. D'ailleurs, le droit est très limité dans la perception des problèmes sociaux. Le droit, c'est la codification des rapports de force. C'est le plus fort qui fait son droit. Tout à l'heure, je parlais de la juridisation de la police et de la politisation du droit. C'est ça, en fait. Alors, M. Nibourine, j'ai beaucoup écouté, vous convergez dans le même sens. Est-ce que cette décision, vous
vous avez un regard, en tout cas tous les Congolais ont un regard juridique de la question et politique. Ça veut dire c'est à l'orée même de la présidentielle, dans 8 mois. Y a-t-il, pour une telle sanction, connaissant la société, peut y a-t-il avoir des répercussions? Bon, les répercussions, tu sais, les Congolais sont sensibles aux mots. Nous sommes là en face des philosophes, politologues. C'est vous qui allez apprendre. Est-ce une telle loi, quelques mois, peut avoir des impacts dans une société, dans la société? Bien sûr, mais les impacts sont des impacts de conscience politique ou de conscience citoyenne. C'est-à-dire qu'il peut arriver que les Congolais qui sont déjà déçus des résultats du pouvoir actuel, c'est-à-dire du mandat du président Sassou, vous savez tous que le mandat du président Sassou débouche sur l'incertain. Vous le savez. Et quand les Congolais écoutent l'opposition ou les autres partis politiques qui veulent susciter des brins d'espoir et se confrontent à cette réalité de l'élimination d'un certain nombre de cadres politiques, ce qui peut prendre place, c'est l'inertie du sentiment politique. C'est-à-dire cette liberté de différence qui fait que finalement tout le reste, c'est-à-dire que tous ceux qui veulent jouer le jeu d'accompagner un complot jusqu'à son aboutissement, soient mis en croix. Est-ce que vous voyez? L'inertie du sentiment veut dire que les Congolais cultivent vers eux la neutralité de la vision. C'est-à-dire qu'aucun Congolais ne puisse croire en eux. Sous certains cieux, ça peut déboucher sur ce qu'on appelle l'ostracisme. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Sous certains cieux, il est possible que cela puisse déboucher à l'ostracisme à plusieurs cibles. C'est possible. Hein, ce qu'on appelle le droit de résistance. Oui. Vous êtes à l'orée de l'élection. Vous n'avez pas de bons résultats de votre gestion du pays, mais c'est vous qui prenez la résolution de supprimer les autres, parce que, semble-t-il, ils ne sont pas représentés au plan national. Mais vous qui n'avez pas bien géré le pays, qu'est-ce qu'on réserve pour vous? On est le discours, voyez-vous. Donc, s'il vous plaît, gouvernemental, vous savez, il y a ce qu'on appelle les discours de mobilisation politique. Lui qui parle des philosophes et des... Il y a des discours de mobilisation. Dans les discours de mobilisation, il y a 3 choses à structurer. La première des choses, c'est l'intérêt du politique au plan national. La deuxième des choses, c'est la particularité de la gestion par le pouvoir qui est là. La troisième des choses, c'est justement les préventions du futur. C'est ça qu'on attendait du pouvoir. On n'attendait pas du pouvoir de revenir sur la loi des partis politiques. Il n'y a pas d'enjeu. C'est des ibitibus planétarum, ça. Il n'y a pas d'enjeu là. L'enjeu, c'est fixer l'opinion, soit sur les enjeux futurs, soit sur les éventualités de correction des erreurs du passé. Or, ce qui se passe peut amener, comme je vous ai dit, l'opinion ou le peuple à avoir ce qu'on appelle l'inertie du sentiment politique. Et ce n'est pas bon dans une république. Voilà. En passant dans le développement, le docteur Constant Barapéa a fait mention du pasteur Ntoumi en passant. Voilà. Un politique qui est au centre du débat aujourd'hui de Brazzaville jusqu'à l'Hexagone. Nous l'avons connu dans son histoire, l'histoire du pays. Et aujourd'hui, il se lance en politique et il n'a pas marché les mots pour annoncer sa candidature. Pour ou contre, il y a eu déjà des débats, même au niveau de la chaîne nationale. Alors, est-ce que, déjà, quel sens donnez-vous à ce débat, M. Niboré? Bon, je trouve que le débat est nul. Hein. Il est nul, le débat. Ah bon? Monsieur Ntoumi Frédéric Binsamou ou Binsamou Ntoumi Frédéric est un citoyen congolais nanti du droit d'initiative. Ça va? C'est-à-dire qu'il est non seulement éligible, mais il a le droit d'élire. Voyez? Il est congolais, il pense qu'il va être candidat. Il remplit les conditions. S'il a une certaine idéologie à partager au pays, on attendra qu'il partage son idéologie. Mais moi, ce qui me fait plutôt mal, au-delà de ce débat, il faudrait que les gens comprennent que si nous sommes dans une république est par essence un lieu de pacification. Alors si c'est un lieu de pacification, je trouve cela... enfin, j'y accorde créance que le pasteur Ntoumi soit candidat. Parce que justement, il faut bien qu'il montre aux Congolais qu'il a des idées pour le pays. En dehors de cela, je souhaiterais
qu'une fois l'élection passée, que le pasteur Ntoumi ne soit plus encastré ou je sais pas, cloîtré dans le pool avec un monde qui tient des armes. Parce que ce monde qui tient des armes, chacun d'entre eux a des enfants, chacun d'entre eux a des parents. Ils souhaiteraient aussi être demain à un poste administratif donné ou à un poste de fonction donné, où ils trouvent de quoi nourrir ses parents, de quoi accompagner ses enfants vers la félicité. Vous voyez, ils ne peuvent pas rester ad vitam aeternam avec ce statut de rebelle ou de je sais pas comment on les appelle là, oui. Ou d'ex-combattants. Je trouve cela très absurde et c'est même affreux, oui. Qu'un humain, un Congolais de droit se conserve dans la brousse en train de tenir les armes sans enjeu de guerre. Moi je pense qu'il est bon pour le pasteur Ntoumi justement non seulement de se faire candidat, mais d'intégrer l'objectif de pacification d'une nation, c'est-à-dire de participer aux grands enjeux, aux interactions sociales qui lui permettent de se valoriser quelque part, administrativement ou du côté de l'entrepreneuriat comme il le fait déjà, ou bon, voilà. Le plus important est que tous les éléments qui sont avec lui soient engagés pour l'entreprise individuelle et puis se lancer dans une forme de libéralisme qui leur permettra de se valoriser socialement. Moi, je pense que la candidature du président Ntoumi, puisqu'il est président du CNR, n'a rien d'accidentel, parce que justement, c'est un Congolais, il a tout le droit de faire valoir son droit d'initiative, et je ne trouve pas en quoi cela est dangereux. Mais ce que je voulais dire avant de parler du pasteur Ntoumi comme candidat, M. Okilas, si nous pouvons parler de l'élection présidentielle, allez-y. Commençons par parler du contrôle social. Il y a eu quel contrôle social dans ce pays pour déterminer l'état actuel de notre société avant de lancer l'élection? S'il vous plaît, je termine par un autre argument. Puisqu'il n'y a pas de contrôle social, c'est notre expérience qui parle. Nous nous rendons compte que le pays est en désuétude. Il est complètement en désuétude. On va à l'élection présidentielle. Est-ce une rituel? Non, un rituel, c'est ça? Est-ce un rituel de faire l'élection présidentielle tout le temps, sans enjeu, sans résultat à la fin? Vous êtes sûr? Bien sûr, sans résultat à la fin. Dites-moi quel secteur, s'il vous plaît, quel secteur du Congo, s'il vous plaît, quel secteur du Congo marche aujourd'hui? C'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis et je vais argumenter. S'il vous plaît, Seigneur Jésus. Mais j'ai le droit de poser des questions. Allez-y. Vous suivez les débats à l'Assemblée, oui. Vous suivez des interpellations à l'Assemblée au Sénat, oui. Vous suivez les communications ministérielles. Oui. Vous l'avez déjà entendu un ministre vous dire que rien n'a marché. Je vais vous dire une chose. Allez à Pointe-Noire. Voyez l'état de rudesse de la vie à Pointe-Noire. Même la voie qui quitte le marché vers la gare est complètement ubuesque. Il n'y a pas du travail pour les jeunes à Pointe-Noire. Il n'y a pas du travail pour les jeunes à Owando, à Infondo, à Oyo, à Dolizi. Le taux de mortalité au Congo est monté à près de 100 pour 1000. Vous parlez de quel bien-être des Congolais? On parle de quel bien-être des Congolais? Voilà pourquoi je dis que l'élection n'est pas un rituel. Pour nous dire, bon, mais allons-y à l'élection. Alors que, s'il vous plaît, on n'a pas fait le point. Écoutez, et donc, nous sommes une pas d'élection. Suivez, je vais vous dire. À vous entendre, Seigneur Jésus. Chaotique. Suivez, je vais vous dire une chose. Oui. Nous sommes une société consciente. J'allais même dire, par rapport à la notion de l'homo sapiens sapiens, nous sommes une société calculatrice. Absolument. Nous ne sommes pas obligés d'aller élection en élection en allant vers la satisfaction des intérêts politiciens, alors que nous sommes une communauté aussi politique. Ça veut dire qu'on peut prendre le temps de nous dire on a fait assez d'élections. Avant d'aller à cette élection, regardons les conditions qu'il faut pour que demain... Donc le bilan. Faisons le bilan et regardons ce qu'il faut pour que demain, nous n'échouons pas. Parce que tel que les choses sont parties, le monsieur Ibarra Peya, lui qui m'appelle Niborine, moi je dis, monsieur,
parce que c'est citoyen et c'est très poli de dire les choses comme ça, encore que c'est moi l'aîné parmi nous deux. Ah oui, merci. Alors, donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'à l'allure où nous allons, nous savons comment l'élection s'organise dans ce pays. Ouais. Et nous savons quels sont les mécanismes frauduleux contre démocratie que les gens utilisent dans ce pays pour se maintenir au pouvoir. À cette allure, nous aurons les mêmes résultats demain. Mais tout le temps que nous avons fait comme ça, où sommes-nous arrivés? Est-ce qu'il n'est pas humain, s'il vous plaît, je vais terminer par là. Est-ce qu'il n'est pas humain? M. Barapeya a parlé de quelque chose de très important. Il parle de, enfin c'est l'idéologie, le behaviorisme, il parle du calcul des procédures. C'est-à-dire comment faire pour corriger les procédures afin que nous évitons les erreurs comme écarter les autres élections. Mais dans la même allure que lui, dans le même sillage que lui, j'aimerais dire, si nous sommes humains, est-ce qu'on ne peut pas se dire, écoutez, nous sommes une société qui a mis du temps, nous avons encore des milliers d'années à vivre, comment faire pour sauver les générations futures, ne serait-ce qu'en corrigeant sur la base de l'existant ce que nous avons déjà commis comme erreur. Voilà. Au lieu d'aller toujours comme des rituels pour privilégier la conservation du pouvoir et reprendre les mêmes lacunes. Moi, je pense qu'il faut bien qu'on... Je reviendrai sur cette interrogation. Et ça s'appelle, M. Okilas, peut-être que ça s'appelle la sociotechnique opportuniste, hein, okay. À la place de l'utopisme révolutionnaire, qui pense qu'on doit toujours aller parce que le meilleur est à venir, on doit toujours y aller. Il faut qu'on s'arrête, c'est ce qu'on appelle la sociotechnique opportuniste, on s'arrête un moment et on analyse les situations au cas par cas, voilà, afin de tirer le meilleur de l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, nous revenons sur un aspect de choses que vous avez évoqué. Ça revient. Si nous sommes humains, ça revient toujours. On essaiera de comprendre la portée de cette façon de dire les choses. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Parce que nous le sommes. Mais cette manière de se questionner encore si nous sommes humains, de faire ceci, nous pousse peut-être à la fin de l'émission de réfléchir sur l'homme. Peut-être. Alors, Constant Barapeya, je reviens sur la même question, la même préoccupation. La candidature du pasteur Toumi, vous le connaissez bien, vous l'avez vu, devait-elle poser problème? Bien. En réalité, le débat sur la candidature annoncée, il faut souligner, annoncée, oui. La candidature annoncée du pasteur Ntoumi pour les intimes, est sans objet. En réalité, est sans objet. Pourquoi? Parce que dans une société démocratique, tout citoyen a le droit de se lancer dans la conquête de l'exercice du pouvoir suprême. À ce titre, le problème ne se posera pas. Or, il se passe que Frédéric Binsamou, alias Ntoumi, est un acteur qui, depuis plus de 25 ans, s'est imposé sur la scène internationale, sur la scène nationale, la scène politique nationale. Le président dans le pôle, oui. Par quelle voie? Ce n'est pas un acteur ordinaire. Il fait partie de ce que j'appelle moi l'aristocratie guerrière. Et il fait partie des opérateurs de guerre, des opérateurs de conflit. Donc, les mois que l'on observe sur la scène nationale, au niveau des populations qui s'interrogent, c'est par rapport à son passé d'aristocrate de guerre, d'opérateur de conflit. Et on peut dire que depuis un certain temps, nous voyons que M. Ntoumi, c'est quelqu'un, un acteur politique qui est en train de jouer à la reconversion de ses ressources politiques. Il est très ouvert. Il joue à la reconversion. Vous passez sur la route, vous le voyez, vous le saluez. Là, récemment, il était en Caï. Bon, il est en train de reconvertir ses capitaux politiques ou ses ressources politiques en passant de l'opérateur de conflit armé à l'opérateur politique. Ce qui est bien. Puisqu'il a commencé par créer son parti politique qu'on appelle le CNR, voilà. Conseil national des républicains. Je crois que c'est ça, je n'ai pas tort de le dire. Voilà. Mais sauf que, et ça, M. Niborine l'a souligné, bon, si j'appelle Niborine, parce que je ne sais pas si Niborine c'est un nom ou c'est un prénom.
Voilà pourquoi mettre monsieur, ça me pose des problèmes. Je ne sais pas si c'est un nom ou c'est un prénom. Mais je suppose que c'est un nom. Je dis donc monsieur, vous allez me corriger, ce n'est pas le cas. Alors, il a souligné, lorsque vous prenez, c'est pourquoi nous disons que c'était une loi à géométrie variable. L'arrêté du ministre Mboulou, c'est un arrêté à géométrie variable. Pourquoi? Dans la création des partis politiques, je crois que c'est l'article 6 ou l'article 7. On dit que le parti politique ne doit pas avoir de milices. M. Dimorin l'a souligné aujourd'hui, et l'a souligné tout à l'heure, et de ce qu'on dit tous les Congolais, que le CNR, c'est un mouvement politico-militaire. Mais il est plus, il n'y a plus de guerre. Mais, non, attends, est-ce qu'il y a eu la démobilisation? Est-ce qu'il y a eu la démobilisation? Je pense que c'est le moment où il va se jeter en politique. Est-ce qu'il y a eu la démobilisation? Cet élément allait permettre au ministre Mboulou de retirer le parti de Mboulou, le parti du CNR. Mais retirer, c'est... Conformément à l'article 7. Oui, mais question des partis politiques. Mais faire ça, Constant Ibarra, une question, faire ça, est-ce que c'est pas maintenir ce monsieur dans un environnement armé? Très bien, puisque il faut être froid, mon ami Romik, le Tsar, il faut être froid quand on analyse les faits sociopolitiques. Non, c'est à toi de répondre. Voilà, je réponds. Est-ce qu'aujourd'hui la réalité... Attendez, je vais vous faire un petit développement. Aujourd'hui, j'écoute les messages du pôle, permettez-moi. Il y a les mots comme vous vous dites. Certains disent ceci. Mieux que Toumi aille en politique, comme ça, le pôle sera libéré, ne connaîtra plus les affaires. D'accord. Même cela dont vous faites allusion, ces équipes. J'ai suivi un jeune qui a bousillé sa vie pendant 25 ans en forêt. Il a dit. Il y a d'autres qui disent aujourd'hui, mais si Toumi part et qu'il échoue, est-ce qu'on ne verra pas Toumi d'avant? Donc voilà ces problématiques qui posent qu'il soit là. Mais or, la plupart sont là qui disent mieux qu'Akwenda au politique. Je parle là la langue de là-bas. Voilà. Donc qu'il aille faire la politique, comme ça, ce serait un citoyen comme a dit Nibourine, citoyen de la ville, et ces jeunes vont s'occuper de leur vie, ainsi de suite. La population du pôle ne vivra plus ces traumatismes, ces peurs, ainsi de suite. Vous me rejoignez. Or, si vous pensez qu'il a des armes, c'est un parti politique, il faut le sanctionner déjà avant qu'il n'ait en politique. Est-ce que ce n'est pas l'embrigadé dans ces armes-là? On ne s'est pas compris. Voilà, mais c'est une question. On ne s'est pas compris. Voilà. Vous me rejoignez quand je vous ai dit tout à l'heure que c'est une obsession de penser qu'on peut régler les problèmes sociaux par le droit. C'est ce que le ministre Mboulou est en train de faire. Pourquoi? Parce que je suis d'avis avec vous. Mais pourquoi le personne Toumi continue à garder une milice? Ça veut dire qu'il n'est pas confiant avec l'ordre gouvernant. Et la milice qu'il a, puisque dernièrement il devait avoir des mobilisations dans le pôle. Mais ça, c'est l'État qui doit le faire. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Mais l'initiative a été lancée. Je suis totalement d'accord. Récemment, ça a été lancé par... Oui, ça a été lancé. Je suis totalement d'accord. Est-ce que vous avez suivi le pasteur Toumi sur la question? Et c'est le jour où d'abord ça avait échoué la première fois. Deuxième fois, le ministre directeur du cabinet du chef de l'État est parti à Kinshasa annoncer les travaux. Est-ce qu'un Toumi était là? En tant que la centralité de cette affaire. Est-ce qu'il s'est opposé? Parce qu'on ne peut pas. Oui, mais vous êtes journaliste, menez des investigations. Non, je vous dis. J'ai dit, vous êtes journaliste. Il communique, il ne s'est jamais opposé. J'ai dit, vous êtes journaliste. Non, mais je vous le dis parce que on suit de près. Quelle autorité de Brazzaville va au pôle sans presse? Surtout lorsqu'il s'agit de ces questions. On n'a pas écouté un Toumi s'opposer à la démobilisation. Vous avez entendu son appréciation? Il dit quoi? Vous l'avez suivi? Il dit quoi? Qu'il était d'accord avec ce qui s'est passé, il y a eu une mobilisation, vous avez suivi ça. Donc, regardez, il y a la pacification de l'ordre étatique. M. Niborin l'a souligné. Vous allez voir que même dans cette configuration, est-ce que vous en souvenez? En 2021. Elle revenait à ma question. Je réponds à votre question. Je réponds à votre question. En 2021, lorsque le pasteur Toumi a porté son soutien à Guy Brice Parfait Kolela, il sort de là avec sa délégation et il y a eu maître vers qui sont dit. Arrêtons. Non, il faut laisser les gens s'exprimer, sinon on va interpréter ça autrement. Laisse-moi aller jusqu'au bout de ma logique pour comprendre ce que je dis. Tu restes sur la question de la violence de Toumi. Je veux qu'on attendez, laissez-moi. Moi, je gère, il est 40. Donc, moi, je dis, soyez clair. Personne ne défend Toumi. On examine une question
gagne le temps vite. Oui, je gagne Comme le ça, temps. on va évoluer. Donc c'est pour dire quoi? Cette candidature pour moi est sans objet. Et si on veut que M. Ntoumi se présente, il reviendra à la Cour constitutionnelle et autres d'examiner sa candidature. En tant que citoyen, moi ça ne me pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème. Maintenant, regardons, il revient à la Cour constitutionnelle de valider sa candidature ou de l'invalider, encore qu'il n'a pas encore déposé la candidature. On est d'abord sur le registre de l'annonce. Attendons voir s'il concrétise sa candidature, la Cour constitutionnelle tiendra compte de tout ça. Mais n'empêche que nous en parlons, ça c'est un autre volet. Parce que nous faisons... Ntoumi, c'est un acteur, vous l'avez dit. Bien sûr. Ntoumi a inquiété dans le pôle. Nous étions chez Ntoumi. Le souhait de tout le Congo, moi je pense, c'était de voir Ntoumi sortir des forêts. Même ceux du pôle, certains diront, mais nous y sommes allés avec Obargui. Dites à Brazzaville de le sortir d'ici. Bien. Bon, en le sortant de là. Non, je vous en prie, tu me poses pas des questions. J'éclaire simplement l'opinion. Pourquoi la candidature de Ntoumi aujourd'hui? Il y a ceux, en fait, il y a ceux qui manifestent des contestations. C'est là la vraie question. Il y a ceux-là qui pensent qu'il ne doit pas aller. C'est là toute la réflexion. Alors que vous êtes dans le pool, les gens diront mieux qu'il aille pour qu'on se déballe. Mais il y a toute une population qui a connu des affres là-bas. S'il y a un département qui a souffert le martyre, mais c'est le pool. Je suis d'accord. Oui, au centre, il y a M. Ntoumi. Alors, on se pose la question, pourquoi pour aller? Il y a ceux qui disent non, il ne doit pas aller. On ne comprend pas. C'est pourquoi je soumets ça à vous, parce que lorsqu'il faut penser aux populations du pool, nous prenons la route. Lorsqu'on va à Pointe-Noire, le Congo, les Congolais s'interrogent. Mais où sont passés ces villages? Mais non, si Ntoumi va, c'est là où je dis, s'il va aux élections et qu'il perd. Voilà, mais c'est là le plus grand problème. C'est à quoi je vous soumets. C'est le plus grand problème. Monsieur, vous pensez que... Ouais. Ok, voilà. Vous pensez que, quand vous posez cette question, alors, vous pensez que organiser les élections dans ce contexte-là, où un autre acteur, les acteurs politiques, par exemple le camp Ntoumi, qui est dans le pool, qui reste dans le pool, il passe aux élections dans le pool là-bas, avec son armée, et s'il arrivait qu'il perdait, il estime qu'il n'a pas perdu à la régulière, il a les gens qui sont en armes. Est-ce que la contestation sera pacifique ou militaire? On ne sera pas étonné, de voir en ce moment les forces de l'ordre envahir encore le pool pour rétablir l'ordre. À partir du moment où on n'a pas réglé le problème, on a mis la bétadine sur une plaie infectée. C'est ça le problème. Donc, réglons les questions politiques, puisqu'on a fait de la fin Ntoumi une affaire politique, réglons les questions politiques pour qu'il devienne un politicien ordinaire comme tout le monde. Sinon, si vous le gardez, vous le maintenez en l'état, vous avez vu, moi j'ai vu les images, quand il est arrivé à Madungu, c'était avec plus de 300 personnes. Il était reçu par le préfet. Oui, d'accord. D'ailleurs, en passant, d'accord. Vous avez vu ce qu'on a dit du préfet sur la toile. Oui. Comme si, permettez-moi, un préfet ne peut pas recevoir Ntoumi, comme si Ntoumi n'est pas congolais, permettez-moi. Nous allons vers la présidentielle, nous connaissons bien l'histoire de Ntoumi. Au Congo, l'histoire politique de Ntoumi, le recevoir pose problème, on affiche, permettez-moi, un cobra et un ninja, et on dit tout. Et ceux qui le disent n'ont pas souhaité voir Ntoumi vers une représentation. Oui, mais parce que dans les représentations sociales, dans les imaginaires, comment on représente Ntoumi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Voilà. Et quand vous posez cette question-là, vous comprenez donc que cette indignation, j'allais dire sélective. Voilà. Parce que pour faire la guerre, il faut que vous soyez deux. Voilà. Donc, il faut regarder au niveau des représentations, comment on place Ntoumi, qui est Ntoumi. Vous lisez les commentaires sur les réseaux sociaux, ou même certains acteurs qui disent c'est un criminel. Comment un criminel peut venir demander le suffrage? On peut laisser quelqu'un comme ça demander le suffrage des Congolais. On n'accepte pas. C'est au niveau des imaginaires. Voilà. Maintenant, ce que je veux, il faudrait qu'il y ait une pacification, c'est-à-dire le règlement politique de la question de Ntoumi. Définitif d'ailleurs. Pour qu'en ce moment-là, il peut compétir comme tout le monde. Voilà. Sans avoir des éléments de pression à côté. Monsieur Nougouri, nous allons insister sur la question, parce que nous sommes en train d'écouter le pôle. Le pôle, c'est Brazzaville. C'est jusqu'à Paris. Il y a des grands débats en ligne. Oui, bien sûr. Voilà. Et aujourd'hui, de dire, nous serons obligés, nous, en tout cas comme nous l'avons fait à l'époque, avant le changement de la Constitution, d'aller travailler avec Ntoumi. Pour ces Congolais, qu'on creuse son cœur, qu'ils disent un peu à l'opinion, s'ils ratent
les élections, quelle serait son attitude? Parce que c'est sur les questions. Et nous devons parler avec ce qu'on est là, parce que nous devons aller au niveau des sources. Tout ce qui parle de lui, bon, il faut comprendre. Même la presse a peur parfois d'aller là-bas. Mais nous y allons. Voilà. C'est un monsieur ouvert. Il y a un problème. Nous y allions, nous avons passé des nuits là-bas. C'est un monsieur ouvert. Nous allons jouer notre rôle pour informer l'opinion. Alors, monsieur Niborine, tel que venait de dire votre frère, la sincérité de cet homme dans cette action. Bien. Nous sommes là en train d'analyser un fait politique. Voilà. Ne considérons pas des leaders politiques comme des êtres ordinaires. Absolument. Voilà. On ne peut pas aller à une élection présidentielle si on ne connaît pas la loi. Parce que ne préjugeons pas déjà que Ntoumi vient pour la guerre. Voilà. Pour preuve, ça fait aujourd'hui des années qu'il n'y a plus de guerre dans le monde. Il n'y a plus de guerre. Ça veut dire que quelque part, le pasteur Ntoumi est raisonnable. Quelque part, le pasteur Ntoumi est raisonnable. Il peut respecter les clauses. Mais quand vous dites que si le pasteur Ntoumi échoue, que sera son attitude? Voilà. Posons-nous aussi la question inverse. Pourquoi le pasteur Ntoumi réagirait si l'élection est perdue de manière régulière? Voilà. Si l'élection est perdue de manière régulière, est-ce que le pasteur Ntoumi réagira? De manière irrégulière. Régulière. Est-ce que le pasteur Ntoumi réagira? Parce que dans l'imaginaire, comme il dit, l'imaginaire des Congolais ne se représente pas que le pasteur Ntoumi comme guerrier, mais il se représente aussi les élections organisées au Congo toujours comme irrégulières. Et que dans ces conditions-là, est-ce que le pasteur Ntoumi acceptera le résultat? Posons-nous de telles questions aussi. Renversons la question. Il devient quand même mal. En ce moment-là, l'éducation politique concerne tous les acteurs, pas seulement le pasteur Ntoumi. L'éducation politique en ce moment-là concerne tous les acteurs, y compris ceux qui organisent les élections, dans l'objectif souvent de conserver le pouvoir. Accepter que tous les Congolais ont le même rapport au pays. Nous sommes tous copropriétaires et co-législateurs de ce pays et que personne ne doit se l'approprier individuellement. Si Ntoumi dit non à ça, où est le mal? Vous pouvez dire non à ça, lui il peut dire non à ça, tous les autres peuvent dire non à ça. Il n'y a pas que le pasteur Ntoumi qui peut dire non à cette façon de s'approprier le pays. Maintenant, si l'élection est accompagnée d'une certaine civilisation et du politique, si l'élection est accompagnée de grandes réunions... Civilisation. Voilà. Si l'élection est accompagnée de grandes réunions qui font asseoir les hommes politiques et discuter autour de ce que l'élection est plutôt une méthode pour accompagner le pays vers le progrès qu'un moment de guerre, j'ai dit tout à l'heure que l'élection n'était pas un rituel, que l'élection est une méthode pour accompagner le pays par ses enfants, par ses fils, vers le progrès. Voyez-vous? Et je considère que le pasteur Ntoumi, président du CNR, est, comme tous les Congolais, dans cette idée, et que rien n'arrivera. Ce que j'ai plutôt souhaité, c'est qu'après l'élection, qu'il sorte de là où il est. C'est un être ordinaire comme tous les autres, qui peut vivre avec la vie, la pente noire et partout. Il a aussi ses raisons. Justement, il a ses raisons. La question, c'est pourquoi il... Vous avez parlé de pacification. Voilà. Pourquoi il continue à rester? Voilà. Parce qu'il y a une crise de confiance. Voilà. Il faut le dire. Ils sont liés à sa sécurité. Voilà, parce qu'il y a une crise de confiance. Lui permettre de rejoindre la nation. Parce que l'ensemble de nos politiques ont un problème avec leur rapport à la nation. Voici tout le problème. Vous aimez le dire, hein? Ils ont un problème avec leur rapport à la nation. Ah bon? Nous en avons parlé ici plusieurs fois. Si on a un rapport pacifié, un rapport naturel et net à la nation, tout ce que nous constatons comme glissement ne serait peut-être pas possible. Alors, petit à petit, il nous reste près 10 minutes seulement. Alors, par rapport à tout ce que nous avons parlé des politiques, nous avons parlé des partis politiques, on a parlé de Ntoumi qui est au centre du débat. Alors, chacun de nous doit avoir une responsabilité parce que j'écoute le langage du politique. C'est eux qui sont actionnaires de la politique et de la présidentielle. C'est encore eux qui appellent à l'apaisement du climat. Nous suivons de près, nous suivons vraiment de près.
et nous relayons, nous constatons, nous renvoyons à eux aussi. Et nous avons le devoir tous, opposition, majorité, centre, tout ça, surtout que la politique est passionnelle, de travailler dès nous avons commencé depuis longtemps pour l'apaisement du climat en connaissance de ce que représente cette élection chez nous, historiquement parlant. Alors, M. Barapéa, quelle serait, d'une manière ramassée comme ça, la responsabilité de tout Congolais vis-à-vis de ces échéances? En tant que prof, vous êtes pédagogue, vous avez l'expérience dans ce domaine. Qu'est-ce que vous direz? Bien. Depuis 2002, on a organisé les élections présidentielles. Je crois que ça sera la 4e élection, si je ne me trompe pas. 2002, 2009, 2016, 2021. Donc 5 élections 2025. Alors, il y a un fait que nous constatons. À la veille des élections, les Congolais se déplacent. Surtout, quittent les villes pour aller dans les villages. Oui, souvent. Et dans la plupart des cas, surtout en 2016, on n'a pas observé ça en 2021, l'élection, surtout dans la plupart des États africains, rime avec la violence. Ça veut dire que il revient aux Congolais, d'abord aux gouvernants, de constater que le pouvoir n'est pas une fin en soi. Le pouvoir, c'est une fonction qu'on assume pendant une période. Il faut inscrire le pouvoir dans la temporalité. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi le mandat, il y a la limitation des mandats. Même si c'est contre la limitation des mandats, mais il y a la limitation des mandats. Il faut inscrire le pouvoir dans la temporalité, même sans limitation de mandat, parce que nous-mêmes, notre existence est inscrite dans la temporalité. Ça veut dire quoi? On ne doit pas faire du pouvoir une fin. Et depuis un certain temps, moi je suis à des sons de cloche. Il y a des leaders, des acteurs oppositionnels qui sont des compatriotes, qui ont toujours tendu la main depuis 2009 au président de la République pour qu'il y ait un dialogue, ce que M. Nibourine est en train d'entériner sur ce plateau, que regardons quel type d'élection, pour quel enjeu et pour quel pays à construire. Si on ne pose pas ces problèmes, si on pense qu'au lieu d'être les hommes d'État, on se transforme en hommes de pouvoir, parce que la différence c'est que l'homme d'État pense le futur, pense la République, l'homme du pouvoir pense la prochaine élection. Il faut à tout prix organiser les élections pour se ritualiser et à partir de ce moment-là, se régénérer dans la jouissance politique, comme fait en soi. C'est ça le danger. À partir de ce moment-là, on verra. Donc, il faut aux gouvernants d'organiser une élection inclusive. Ça, c'est le 1. Une élection transparente. Et pour y arriver, il faut refaire la structure qui organise les élections. Par exemple, la CENI. Il faut refaire ça. Vous avez des questions, par exemple, comme la biométrie, tout ce qui va avec. Depuis combien de temps on parle de la biométrie? Et c'est devenu un leitmotiv chez les gens de l'opposition. On a eu 5 ans. Depuis 2021, nous sommes en 2025. Il y aura l'élection en 2026. On pouvait bien organiser cette histoire de la biométrie. Mais vous allez attendre à 2 mois de l'élection, on va convoquer le dialogue. Ça serait peut-être à Ango, je ne sais pas, le dialogue de Mouyondi. Et là, on dira qu'on n'a plus le temps pour faire la biométrie. Donc, aussi, pensez la construction de l'ordre social. Nous sommes un pays en retard. Très en retard. Au niveau de la sous-région, nous sommes un pays en retard. Des querelles, on a créé une société conflictogène où on a passé le temps de discuter sur les questions politiques de positionnement aussi. Pendant ce temps, on n'a pas un système de santé. Pendant ce temps, on n'a pas un système éducatif. Pendant ce temps, on n'a même pas des infrastructures routières. Regardez, circuler dans Brazzaville, vous allez voir. Parce qu'on a capitalisé l'attention sur la conservation du pouvoir. Et on oublie les autres pans de la communauté. Ajoutant à cela toute la prédation. La prédation et la jouissance que nous observons sur la scène politique étatique. À partir de ce moment-là, ça devient compliqué. Donc, les acteurs politiques doivent prendre les responsabilités. Les citoyens et électeurs que nous sommes, il faut prendre les responsabilités. Il ne faut pas, au cas où l'élection se tient, d'ailleurs, elle va se tenir. Bon, moi, déjà, je ne vote pas. Ça, c'est clair. Il nous reste 5 minutes. Bon, donc, à partir de ce moment-là, les électeurs, ceux qui iront voter, prenez vos responsabilités. On ne se contente pas de voter, il faut protéger le vote, votre élection. Et la société civile, impliquez-vous pour voir que, au-delà de tout, tout est limité dans le temps, mais le Congo reste. Monsieur Nibourine, 3 minutes. Bien. Il faut d'abord dire que la population, puisque vous en avez parlé, oui. Si nous parlons en termes de population, en termes du nombre d'habitants,
ben, elle est là, elle subit l'histoire politique. Dans tous ses aléas. Elle subit l'histoire politique. Bon, si nous parlons en termes de peuple, c'est-à-dire ce corps organisé qui juge le politique, là aussi il est impuissant. Parce que le peuple n'est pas écouté dans ce pays. D'ailleurs, le peuple en question est lui-même soumis. J'ai dit tout à l'heure qu'à Ouando, à Imfondo, à Oyo, à Kinkala, partout dans ce pays, à Makabana, voilà, à Makabana. Mais Makabana, c'est même le précambrien désormais. Pire là-bas. Makabana, c'est même le précambrien désormais, c'est pire. Et apparemment, les hommes ressemblent aux arbres là-bas. Ça fait peut-être 30 ou 40 ans que je suis arrivé, mais franchement, Makabana doit ressembler aux cabanes rustiques. À la vieille région de la rue. Voilà, aux cabanes rustiques, voilà. Au siège de l'Australopithèque, peut-être. Vous voyez? Mais c'est le rôle du politique, c'est le rôle du ministère de l'administration du territoire de regarder tout ça. Il n'y a pas que Makabana, il y a beaucoup d'autres localités. La vie est au pire dans notre pays. Elle est au pire. J'ai dit tout à l'heure que le taux de mortalité allait de 100 pour 1000, mais il faut dire même de 300 pour 1000. Voilà. Donc, la responsabilité des populations, c'est d'interpeller souvent l'attention des gouvernants pour que les gouvernants regardent. Bon, là, on me dit que les ministères ne sont pas payés. La présidence elle-même n'est pas payée. Bon, comment on va avoir de la motivation à regarder la question des populations? Là aussi, c'est un grand problème. Vous voyez, c'est pourquoi je vous disais... 2 minutes. Voilà, c'est pourquoi je vous disais, est-ce que l'élection est un rituel? Pourquoi on est pressé d'y aller? Mais aux politiques, on dit quoi? Politiques. Mais les politiques, justement, c'est de structurer les idéologies de telle manière que ce soit le Congo qui soit privilégié. Le Congo dans sa fragilité. Comment le sortir de la fragilité? Vous savez le mot Congo? Peut-être que vous ne le savez pas. Dans les 2 minutes, je vais vous le dire. Le Congo sort de l'expression Teke Congo, comme la panthère. Puisque dans la cosmogonie ou la cosmologie congolaise, c'est la panthère, le ngol, c'est-à-dire la race des Ngo, le lion, la panthère ou encore, comment vous les appelez, qui remporte des victoires incessantes dans la brousse. Et donc, l'image du Congo, c'est l'image de cette panthère, de ce lion qui remporte toujours la victoire, qui est toujours croissant dans le progrès. Voyez? Or, aujourd'hui, le Congo, qui est pourtant l'image du Ngo, ne ressemble même pas au moustique, s'il vous plaît. Voyez-vous? Donc, il faut travailler à cela. Ce n'est pas par la pitié que les autres vont nous reconnaître. Nous avons toutes les forces intellectuelles, toutes les forces énergétiques nécessaires pour reprendre notre histoire tout doucement, parce que nous ne sommes pas en course avec les autres, mais nous sommes conscients d'une chose, c'est que nous ne sommes pas les seuls dans le monde et que nous pouvons faire comme les autres. C'est possible. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, M. Niborine, M. Barapéa, merci infiniment d'avoir abordé ces questions aussi complexes à votre niveau de connaissance surtout, ce qui plaît surtout aux Congolais. Et une bonne matière que vous renvoyez aux politiques, parce que vous êtes des universitaires, j'ai toujours dit, c'est des personnes les plus habilitées à lire la société, vous ne faites que ça, et à parler aux politiques. Vous portez un regard sur leurs actes, les agir, même de l'État, puisque vous êtes politologue, puisque vous êtes politiste et philosophe, vous êtes en même de dénicher cela. Le souci, c'est que si on vous écoute, c'est tant mieux. Si on ne vous écoute pas, c'est tant mieux. Nous aurons joué. On aurait joué notre rôle. Au finish, il faut dire ceci, que nous avons effectivement une responsabilité, parce que lorsque nous lisons la société congolaise, nous ne sommes pas des aveugles. Nous avons le rapport homme-homme, nous écoutons les choses, nous voyons tout. Nous avons une sensibilité pour essayer de projeter de tels événements au regard de notre histoire politique. C'est pourquoi nous organisons de tels plateaux. Maintenant que nous avons ouvert ces plateaux, nous allons foncer droit dans ce sens, travailler sur l'homme politique, travailler sur l'homme, ainsi de suite, parce que l'idéal serait de passer à un moment de fête, un moment apaisé. Mais toute la responsabilité incombe les politiques. Vous les avez lus ici, vous les avez dénichés ici, vous avez lu ce qu'ils sont. Et donc, si la responsabilité de la population est interpellée, mais il faut te dire que ce sont que des dirigés. Mais les dirigeants eux-mêmes, ce sont ceux-là qui ont la chose en main. Parce que tout ce que nous avons connu dans ce pays,
relève des dirigeants. C'est les hommes politiques, ce n'est pas la population. Et donc nous avons venons de jouer ce rôle. Pour ceux qui s'intéressent à de telles questions, surtout les universitaires, le plateau Bazar vraiment vous est ouvert. C'est la meilleure manière pour nous de conscientiser, de moraliser, d'accompagner et de toute la classe politique, pourquoi pas l'opinion congolaise, pour que nous réussissons ce pari. Mais je vais terminer pour dire les politiques devaient ouvrir bien les regards sur la matière souvent qui est donnée, qui devait être exploitée dans leur cabinet. Malheureusement, je dis bien, les politiques confondent les universitaires avec leurs adversaires. Mais lesquels vont éclairer la société? Lesquels vont éclairer la société? C'est la question que moi je me pose. Non seulement moi, tout intellectuel doit se poser cette question. Lorsqu'il y a un charpentier, il y a un spécialiste qui observe les travaux. Lorsqu'il y a une construction de route, il y a un service qui vient pour le contrôle. Mais quand il y a contrôle, je dirais là, ça ne va pas, on rectifie le tir. C'est comme ça que nous pensons Congo, c'est comme ça que nous venons de penser Congo avec M. Niborine Dubiche, il est politiste, philosophe, M. Constant Barapéa, il est politologue. En tout cas, merci pour tout. Au revoir chez vous, à la prochaine fois.